Quand ce garde-côte aperçoit un mouvement sur une île isolée, il s'approche pour regarder de plus près, et ne peut s'empêcher de crier « Mon Dieu, non !» Le lieutenant Riley Beer avait vu son lot de situations tendues au cours de sa carrière de 10 ans dans les gardes-côtes américains. Mais aujourd'hui devait être différent, une simple patrouille au-dessus du Pacifique, rien de plus. L'itinéraire devait les mener près de l'île de Picklo, une île corallienne reculée au nord-est des principales îles Yap. Connue pour sa beauté intacte et son isolement, l'île recevait rarement des visiteurs. Alors que Riley ajustait légèrement sa trajectoire, l'avion survolait l'étendue désolée. Y observait le sable blanc immaculé, une fine ligne séparant la mer et le ciel. Puis, quelque chose attira son attention. Un léger mouvement, presque imperceptible dans le décor boisé. Au début, Riley pensa à un jeu de lumière ou à un oiseau de passage. Mais en s'approchant davantage de la côte, son regard se fixa sur le sable, juste derrière la ligne d'arbres. Là, gravé sur la plage immaculée en lettres grandes et désespérées, se trouvait un énorme SOS dessiné dans le sable. « Regarde ça », dit Riley d'une voix plus aiguë en pointant du doigt son copilote, le lieutenant Justin Doig. « SOS, quelqu'un est en danger là-bas. » Les yeux de Justin s'écarquillèrent alors qu'il se penchait pour mieux voir. Ce n'est pas un simple message, ils sont bloqués là ou pire. Riley ralentit l'hélicoptère en le faisant tourner plus bas. On va signaler ça et appeler les équipes de secours. Mais voyons d'abord ce qu'il se passe exactement. Justin hocha la tête, attrapant déjà la radio. L'appareil descendit davantage, et le mouvement que Riley avait aperçu devint plus net. Au centre de l'île, il vit quelque chose d'incontestable, des gens. « Les gars, regardez ça », appela Riley à Justin, son pouce accélérant, un nœud se formant dans son ventre. Il ne devrait y avoir personne ici. L'île de Picklo est censée être inhabitée. En s'approchant encore, Riley sentit son cœur se serrer. 3 silhouettes agitaient les bras frénétiquement sur l'île, leur corps amaigri visible même depuis le ciel. Leur jet était désespéré, empreint d'une urgence brute qui donna la chair de poule à Riley. Une embarcation était échouée sur le sable. « Mon Dieu, non !» murmura-t-il. « On dirait qu'ils sont là depuis une éternité. » L'aéronef des gardes-côtes tourna au-dessus de l'île de Picklo tandis que Riley Beer et son équipage observaient la scène. Les 3 naufragés, une femme et 2 hommes, agitaient les bras avec désespoir, tentant d'attirer l'attention de leurs visiteurs inattendus. Leurs silhouettes minces et leurs vêtements en lambeaux montraient clairement qu'ils étaient échoués là depuis longtemps. Le choc initial de Riley fut rapidement remplacé par un sentiment d'urgence écrasant. Les naufragés avaient besoin d'aide, et vite. En approchant de plus près avec l'hélicoptère, la situation au sol paraissait de plus en plus inquiétante. La surface plane et sablonneuse de l'île n'offrait que peu de protection contre les éléments, et les feuillages denses en son centre semblaient cacher un abri de fortune fabriqué à partir de débris rejetés par la mer. Ce n'était pas un lieu où un être humain pouvait survivre longtemps. « Il faut les évacuer tout de suite », déclara Riley d'un ton déterminé. « Leur état ne semble pas bon. » Mais alors qu'il prononçait ces mots, un coup d'œil à l'horizon lui fit comprendre que la situation allait encore se compliquer. Le ciel, auparavant dégagé, s'assombrissait rapidement au-dessus de l'océan. Riley distinguait clairement les signes annonciateurs d'une tempête imminente. De lourds nuages noirs se formaient à l'horizon, grossissant rapidement en s'approchant, accompagnés de rafales de vent qui secouaient déjà l'appareil. Justin, le copilote, remarqua lui aussi le changement. « Riley, on a un problème qui vient du sud-ouest », dit-il en consultant le radar météo. « Un front orageux rapide. Et il pourrait être violent. » La mâchoire de Riley se crispa. « Combien de temps avant qu'il n'arrive » demanda-t-il, bien qu'il devinât déjà la réponse. Justin scruta les instruments et ajusta la portée du radar. 30 minutes, peut-être. Si on reste plus longtemps, on sera pris en pleine tempête. Son expression était sombre. Elle avance plus vite que prévu. Riley serra les commandes de l'appareil, son esprit en ébullition. Il ne faisait aucun doute que les naufragés avaient besoin d'une aide urgente, mais lancer une opération de sauvetage dans ces conditions météo devenait extrêmement risqué, pour l'équipage comme pour les personnes coincées en bas. Les vents forts qui secouaient déjà l'hélicoptère rendaient l'utilisation d'un treuil pratiquement impossible. Et avec la tempête qui approchait, les vagues autour de l'île devenaient de plus en plus dangereuses, rendant tout atterrissage sur l'eau inenvisageable. Le soutien hélicoptère nécessaire pour une opération de sauvetage en toute sécurité ne pouvait pas être déployé dans de telles conditions.
Déposez une radio et des fournitures d'urgence, ordonna Riley. Nous devons les stabiliser jusqu'à ce que nous puissions revenir. L'équipage prépara rapidement un colis contenant de la nourriture, de l'eau, du matériel médical et une radio bidirectionnelle, solidement emballée pour résister à la chute. Riley fit tourner l'appareil, le mettant en vol stationnaire au-dessus d'une zone plate de l'île, et l'équipage largua le colis. Il toucha le sable à une courte distance des naufragés, qui coururent pour le récupérer. Alors que les 3 silhouettes ouvraient le paquet, une voix grésilla dans la radio. « Vous nous entendez » dit Riley dans son micro, l'angoisse lui traversant le corps. La réponse arriva, faible et tremblante, « On vous entend, merci, aidez-nous, s'il vous plaît. » « Nous sommes les gardes-côtes américains, » répondit Riley en gardant une voix ferme malgré l'urgence qui lui comprimait la poitrine. « Nous sommes ici pour vous aider, mais une mauvaise météo approche. Nous devons retourner à la base, mais nous reviendrons dès que la tempête sera passée. Nous avons largué des fournitures d'urgence pour vous aider à passer la nuit, nourriture, eau et trousse médicale. » Le silence qui suivit fut ponctué par des interférences. Puis la même voix revint, pleine de désespoir. « Non, ne nous laissez pas, s'il vous plaît. Cela fait des jours que nous sommes ici, à manger tout ce que nous pouvons attraper, des rats, des lambis et à boire de l'eau de pluie. Mais le taux de sucre dans le sang de Rita est très bas. Nous avons besoin d'aide, s'il vous plaît. » Riley déglutit, un nœud de culpabilité se formant dans son estomac. « Nous n'avons pas le choix, » dit-il d'une voix tendue. « La tempête approche, et il est trop dangereux d'effectuer un sauvetage maintenant. Nous reviendrons pour vous. » La tempête commença à se faire sentir plus clairement. Les rafales de vent se renforcèrent, faisant tanguer l'appareil, et Riley vit les naufragés chanceler alors que les premières gouttes de pluie frappaient le sable. La température chuta brusquement, l'air chargé de l'électricité de l'orage imminent. « Riley, il faut qu'on y aille, » dit Justine d'un ton pressant. « La visibilité va chuter, et nous ne pourrons plus naviguer en sécurité si on ne prend pas de l'avance sur la tempête. » Riley hésita un instant, les yeux fixés sur les silhouettes en bas qui serraient les fournitures comme une bouée de sauvetage. Puis, à contre-cœur, il guida l'appareil loin de l'île. Il jeta un dernier regard, voyant les nuages sombres déferler comme un rideau épais, masquant le minuscule point de terre. L'averse arriva quelques instants plus tard, lourde et violente, au point d'obscurcir même l'océan en dessous. Un sentiment d'impuissance le rongeait. Abandonner les naufragés lui paraissait injuste, mais la tempête ne leur laissait aucun choix. Alors qu'il retournait à la base aérienne d'Anderson, à Galles, Riley ne pouvait s'empêcher de rejouer encore et encore la scène dans sa tête, les silhouettes désespérées sur le sol, leurs appels à l'aide à peine audibles à travers les interférences. Ce n'étaient pas seulement les obstacles techniques liés à la tempête qui le hantaient, mais l'aspect humain, savoir que 3 personnes se battaient pour survivre, et qu'ils venaient de s'en aller. La seule consolation que Riley trouva fut de savoir qu'ils avaient laissé aux naufragés de quoi survivre la nuit. Des patrouilles supplémentaires et des hélicoptères de secours étaient déjà en cours d'organisation pour le lendemain. Quelques heures plus tard, alors que l'appareil atterrissait à la base, la pluie battait violemment les vitres du terrain d'aviation. Riley sortit du cockpit, sentant le froid du vent cingler son visage. Il savait que dans les heures à venir, il resterait éveillé, incapable de se défaire de l'image de ces 3 vies suspendues dans la tempête, seul sur cette île déserte. Riley ne pouvait effacer l'image obsédante des silhouettes amaigries agitant les bras pour appeler à l'aide. Il se demandait comment elles avaient survécu si longtemps dans un environnement aussi hostile. La transmission radio avait révélé des conditions critiques, déshydratation, malnutrition et exposition aux éléments. Il imaginait leur lutte quotidienne pour trouver juste assez de ressources pour tenir encore un jour. Il fit un compte-rendu à l'équipage, qui écouta attentivement la description de l'état des naufragés. Justine secoua la tête. C'est incroyable qu'ils aient survécu aussi longtemps. La chaleur, le manque d'eau potable, ça aurait brisé la plupart des gens. Les gardes-côtes se préparèrent à envoyer des hélicoptères pour surveiller l'île pendant la nuit, larguer d'autres fournitures si nécessaire, et coordonner un sauvetage complet pour le lendemain. Cette nuit-là, Riley se rendit sur le terrain d'aviation et croisa un pilote revenant d'un vol de ravitaillement. Celui-ci lui rapporta que les naufragés tenaient bon, mais de justesse. Le sentiment d'urgence redoubla pour Riley, qui comprit à quel point leur état était critique. Le terrain difficile de l'île, combiné à la faiblesse extrême des survivants, signifiait qu'une seule erreur pouvait compromettre la mission. Tout devait se dérouler parfaitement. Au lever du jour, la météo s'était suffisamment calmée pour permettre le lancement de l'opération.
Riley pilota l'hélicoptère au-dessus des eaux agitées, luttant contre le vent pour atteindre l'île de Pico. En arrivant, il découvrit les naufragés dans un état encore plus grave qu'il ne l'avait imaginé, pâles, amaigris, à peine capables de bouger. Un par un, il fut hissé à bord, un homme tremblant d'épuisement, une femme si faible qu'il fallut descendre le treuil plus bas pour elle, puis un autre homme à bout de force qui réussit tout de même à murmurer un « merci ». Une fois à bord, les secouristes s'empressèrent de stabiliser les survivants. La femme était dans un état critique et reçut des soins d'urgence. Les hommes, bien que très affaiblis et déshydratés, récupéraient lentement. L'un d'eux expliqua qu'ils avaient été pris dans une tempête, à court de carburant, et avaient dérivé jusqu'à l'île où ils avaient survécu tant bien que mal grâce à leur ingéniosité. Riley les rassura, ils étaient en sécurité maintenant, et l'hélicoptère fonça vers la côte. À l'arrivée, les médecins se précipitèrent pour prendre en charge les rescapés. Dans les jours qui suivirent, ils commencèrent une lente convalescence, livrant peu à peu les détails de leur calvaire. Ils avaient quitté l'atoll de Pula pour rejoindre celui de Pulap, mais avaient été déviés de leur trajectoire et s'étaient retrouvés à près de 160 km de là. Leur histoire, marquée par la souffrance et l'espoir, resta gravée dans la mémoire de Riley et de son équipe. Peu importaient les enquêtes à venir, pour lui, le plus important était d'avoir sauvé des vies, un acte de courage et d'humanité qu'il n'oublierait jamais.